Bonjour, bienvenue à cette présentation sur les émissions indirectes du réseau Action Climat France. Je vais commencer cette première partie avec une petite clarification des termes, parce qu'il y a beaucoup de termes qui circulent autour des émissions indirectes. Par exemple, l'analyse cycle de vie, c'est quoi le lien avec les émissions indirectes? Scope 3, c'est quoi? Les émissions indirectes, ça peut être en amont et en aval de la production. Il y a aussi les émissions importées et exportées, les émissions liées à la consommation, l'empreinte carbone, bilan carbone, etc. Et ensuite, on peut analyser le poids des émissions indirectes pour un produit, un service, sur un panier de consommation de ménage pour une entreprise, une collectivité ou un pays entier. Et ensuite, il se pose la question, comment mesurer le poids des émissions indirectes? Quelles sont les méthodologies utilisées aujourd'hui? Donc, commençons avec déjà les émissions directes pour voir qu'est-ce qu'il y a différence entre direct et indirect. Les émissions directes sont aussi appelées scope 1, quand on parle notamment des bilans de gaz à effet de serre, par exemple à l'échelle d'une entreprise. Alors, les émissions directes, elles proviennent des installations fixes ou mobiles qui sont situées à l'intérieur du périmètre organisationnel d'une entité, c'est-à-dire des sources d'émissions détenues ou contrôlées par l'organisme. Ça peut être une entreprise, une collectivité, une ménage. Et voici quelques exemples. Pour un agriculteur, les émissions des ruminants qui appartiennent à la ferme font partie des émissions directes. Ensuite, ça peut être les émissions des bâtiments publics loués par une collectivité, notamment via le chauffage, etc., la consommation d'énergie, et les émissions de la voiture familiale pour un ménage quand il part en vacances, par exemple. Ensuite, on a des émissions indirectes qui se distinguent en scope 2 et 3. D'abord, les émissions indirectes par rapport aux émissions directes, la distinction, c'est qu'elles proviennent des installations fixes ou mobiles situées à l'extérieur du périmètre organisationnel d'un acteur ou d'une entité. Quand on regarde ensuite les émissions scope 3, c'est assez spécifique. Il y a aussi les émissions qui sont associées à la production d'électricité, de chaleur ou de vapeur importées ou achetées pour les activités de l'organisation ou pour les usages domestiques d'un ménage, par exemple. C'est donc l'achat et l'utilisation de l'énergie transformée. Passons aux émissions scope 3. C'est donc tous les autres émissions indirectes sauf celles qui sont concernées par le scope 2, euh, qui sont liées à la chaîne de valeur complète quand on regarde par exemple une entreprise. Ça peut être les émissions de produits et ou de services achetés, les émissions du transport de marchandises en amont et en aval, les émissions liées à l'utilisation des produits vendus. Pour une collectivité, ça peut être les émissions de produits ou de services achetés via les achats publics notamment, la gestion des déchets du territoire, etc. Et pour un ménage, ça peut être les émissions de produits et services qu'on achète au supermarché et qu'on jette ensuite quand on les a utilisés. Ce qui est important, c'est que certaines émissions sont directes pour un acteur et indirectes pour un autre, ça dépend où on se place. Quand on regarde, par exemple, les émissions liées à l'utilisation d'une voiture, qui sont directes pour les ménages qui sont dans la voiture, mais quand on se place euh, au niveau de l'entreprise automobile qui construit la voiture, c'est les émissions indirectes pour eux. C'est important de faire cette distinction parce qu'effectivement, les ménages pour lesquels ces émissions sont directes, ils ont moins de marge finalement pour réduire ces émissions que l'entreprise qui a construit la voiture, qui peut voilà, améliorer l'efficacité énergétique, qui peut diminuer le poids, etc. Voilà, donc c'est important de garder en tête que effectivement, selon le point de vue, la même émission peut être directe ou indirecte. Et pourquoi le sujet des émissions indirectes est crucial? Alors, ce qui est important, c'est de regarder la différence en termes de poids, d'impact et responsabilité climatique. Si on regarde
les émissions directes associées à une entité et ou les émissions indirectes. Parce que si on regarde que les émissions directes, on risque d'aboutir à une vision limitée de la responsabilité climatique d'une entité. Bien que, effectivement, l'entité peut plus facilement souvent agir sur les émissions directes, nous considérons que pour avoir une vision globale, qui permet d'identifier des pistes d'action les plus pertinentes, il faut prendre en compte aussi les émissions indirectes. Pour vous donner deux exemples qui illustrent cette distinction dans la responsabilité climatique, si on regarde les émissions du scope 3 de l'entreprise Renault, qui par ailleurs effectue un reporting carbone qui est très complet. Voilà, les scope 3 représentent 99 des émissions reportées en 2014. Ça veut dire si on ne prend pas en compte ces émissions scope 3, on retombe sur un périmètre très 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 réduit. Ensuite, pour un autre exemple, pour l'entreprise Total, en 2014, les émissions liées aux énergies fossiles vendues, c'est donc un poste du scope 3, représentaient 92% des émissions totales, ça veut dire scope 1, 2, 3 ensemble, qui ont été reportées par l'entreprise. Donc, si on ne prend pas en compte ces émissions scope 3, finalement, on a une vision très limitée des émissions, de l'impact climatique d'une entreprise. Ceci illustre bien ce que je viens de dire. Il s'agit d'un graphique qui est issu d'une publication du CDP. C'est une association en Angleterre qui publie chaque année un listing, un classement d'entreprises selon la qualité de leur reporting carbone et leurs objectifs climatiques. Et on voit très bien ici qu'en moyenne, les postes uniquement en amont de la production du scope 3 représentent 2 fois l'ensemble des émissions moyennes du scope 1 et 2. On voit donc très bien qu'en général, on peut le généraliser, les émissions du scope 3 sont très importantes par rapport aux émissions scope 1 et 2. Et quand on regarde au niveau des lois pour la France, il y a notamment 3 articles qui sont importants. En 2010, la loi Grenelle, article 75, qui a été ensuite inscrit dans l'article 229 du Code de l'environnement. Une obligation de reporting carbone, scope 1 et 2, est mise en place pour les entreprises, les collectivités, les établissements publics et les services d'État avec une recommandation de prise en compte du scope 3. La particularité de ces reportings, c'est notamment pour les entreprises, c'est que ça concerne que l'activité française. Donc, ça peut être compliqué finalement pour une entreprise qui a une activité plutôt mondiale et qui fait globalement un reporting sur l'ensemble de son activité, doit ensuite faire un reporting en plus uniquement pour son activité en France. J'y reviens tout à l'heure pourquoi cette différence c'est important. Ensuite, il y a en 2015 la loi sur la transition énergétique et la croissance verte qui a été votée avec son article 173 qui a modifié l'article 225 du Code de commerce. Ici, il y a voilà, la première fois l'intégration, une obligation de prise en compte d'un poste scope 3, notamment celui des produits et services vendus. Et aussi une autre notion très importante, ça veut dire la prise en compte des postes d'émission significatifs. Parce qu'il y a plusieurs postes d'émission dans les postes du scope 3 qui peuvent être plus ou moins importants. Et donc, il y a donc dans cet article à la fois
l'idée de prendre en compte les postes d'émission qui sont importants. Et en plus, il y a un poste en particulier qui est cité, celui des produits et services vendus, qui effectivement qui ressort comme un des postes les plus, forts en termes d'émissions dans les reporting carbone des entreprises. Ensuite, il y a la transposition en loi français en cours de la directive européenne, sur le reporting extra-financier, qui modifie donc l'article 225, code des commerces, qui inclut donc le reporting RSE et qui va donc éventuellement aussi modifier, la manière comment les reporting, carbone des entreprises est fait. Voilà, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, ici, on voit de nouveau une graphique du CDP, qui fait donc chaque année un classement des reporting, carbone des entreprises à l'échelle internationale. Il y a plusieurs postes du scope 3 qui sont montrés, à la fois en pourcentage, que ce poste est reporté par les entreprises, donc l'importance de ce poste globalement dans les reportings des entreprises. Et ensuite, les barres rouges indiquent le poids en termes d'émissions. Et on voit très bien qu'il y a un poste qui ressort énormément ici au milieu, qui est celui de l'utilisation de produits et services vendus. Et c'est donc celui aussi qui ressort dans le cadre de l'article 173 qui a été inscrit dans la loi française. Voilà. Pour revenir à la réglementation vraiment franco-français issue du Grenelle sur, voilà, pour les entreprises sur, leur activité, français. Donc une évaluation a été publiée récemment par l'ADEME des, bilans GES qui ont été publiés entre 2013 et 2016, qui, arrivent à un constat assez inquiétant parce que seulement 60 des entreprises obligées ont fait un reporting, dont seulement 40% intègrent au moins un poste du scope 3. Pour les collectivités, il y a seulement 13% des obligés qui ont fait un reporting, mais de ces 13%, il y a 78% qui intègrent un poste de scope 3 au moins. On peut donc voir deux choses différentes. Pour les collectivités, on voit qu'il y a très peu de collectivités qui répondent à cette obligation. Mais ceux qui y répondent, ils sont très performants et ils prennent en compte voilà, les émissions indirectes, ce qui est quand même aussi un bon signal. Pour les entreprises, voilà, on voit donc qu'il y a effectivement un problème par rapport à la prise en compte des postes du scope 3, c'est qui peut s'expliquer par la particularité que pour beaucoup d'entreprises, le reporting carbone dans le cadre d'un cadre de loi Grenelle 75 demande un travail en plus parce qu'ils font normalement un reporting carbone au périmètre de l'activité globale de leur entreprise. Et là, cet article-là demande un reporting en plus à l'échelle uniquement de l'activité en France. Et comme la publication des émissions des postes du scope 3 demande déjà en général un travail en plus sur la recherche des données, les entreprises qui font ce reporting, elles décident plutôt pas le faire à l'échelle de l'activité française parce que ça demande trop de travail. Donc on arrive aux questions méthodologiques, euh, notamment par rapport au bilan de gaz à effet de serre, à la fois pour les entreprises, collectivités, etc. On a en premier lieu aussi le bilan carbone qui existe depuis environ 15 ans en France notamment, même s'il n'y a pas une distinction, c'est pas la première porte d'entrée d'avoir une distinction entre les émissions scope 1, 2 et 3. De facto, ça permet d'avoir une analyse de l'impact climatique de l'entité qui est très globale et qui intègre aussi les émissions indirectes. Ensuite, à l'échelle internationale, il y a le GHG Protocol qui a été initié par deux organismes,
le World Resource Institute et le World Business Council for Sustainable Development. Et depuis 1998, il y a un standard international du scope 1 et 2. Et depuis 2012, il y a aussi un standard scope 3. La vote du loi Grenelle, article 75, a finalement eu comme résultat la mise en place de méthodologies français réglementaires BGS qui couvre à la fois le scope 1, 2 et 3 et qui a mis à jour régulièrement. Ensuite, il y a une norme ISO 14064. Cette norme est en révision actuellement. La publication est prévue pour 2018. Et ce qui est important par rapport à cette norme, elle intégrera non plus la distinction uniquement entre scope 1, 2 et 3, mais une méthodologie pour identifier à l'échelle d'une entité des émissions directes et indirectes significatives. Ensuite, il y a une notion, l'analyse cycle de vie, qui peut se faire à l'échelle d'un produit, d'un service, d'une entreprise ou d'un procédé, par exemple. Et cette analyse des cycles de vie ne se réduit pas uniquement à la notion des émissions de gaz à effet de serre, mais l'intègre aussi et prend notamment en compte les émissions indirectes en amont et en aval. Alors, qu'est-ce que c'est? Une analyse cycle de vie établit un inventaire des flux du berceau à la tombe. Ça inclut par exemple l'extraction des matières premières, énergétiques ou non énergétiques, qui sont nécessaires à la fabrication d'un produit, la distribution, l'utilisation, l'élimination, etc. Donc, tous les différentes étapes autour d'une entreprise, autour d'un procédé, etc. Il y a aussi une norme ISO qui existe par rapport à la méthodologie analyse des cycles de vie. Et c'est donc une compilation et évaluation des intrants, des extrants et des impacts environnementaux potentiels d'un système de produit au cours de son cycle de vie. Et ce qui est notamment important par rapport à un ACV, une analyse de cycle de vie, c'est son objectif parce que ça permet la comparaison de deux produits de même type, mais qui ont des procédés différents, par exemple. Et donc, ça peut amener à l'amélioration d'un procédé, à diminuer l'impact climat d'un produit, etc. Ensuite, il y a une notion, celle des émissions liées à la consommation, ou aussi appelée empreinte carbone. On voit ici deux empreintes carbone, finalement, à l'échelle d'une personne. Le premier à droite, c'est celui des émissions territoriales. Et à gauche, on voit l'empreinte carbone de la personne qui intègre aussi les émissions importées qui sont produites ailleurs dans le monde, mais importées pour satisfaire les demandes en biens. Et donc, on voit très bien que cette empreinte carbone qui intègre donc les émissions importées est plus important que celui de la personne ou seulement les émissions du territoire national qui sont prises en compte. Il s'agit de 8,2 tonnes de CO2 par personne versus 5,6 tonnes de CO2 par personne. Et cette logique de l'empreinte carbone est rentrée dans la stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable et maintenant un indicateur qui est suivi. Ça veut dire qu'il y a à la fois un suivi des émissions territoriales et un suivi des émissions liées à la consommation. Et ce qui est important, c'est de voir notamment l'évolution entre 1990 et 2013. Les émissions territoriales se sont diminuées de 11% et de seulement 1% pour les émissions liées à la consommation. C'est donc cette différence et cette notion est très importante parce que finalement, s'il y a un objectif national global des réductions de gaz à effet de serre qui se base aujourd'hui uniquement sur les émissions territoriales, il y a une partie des émissions, quand on prend un angle large de notre impact climat, qui n'est pas pris en compte. Il faut donc développer des mesures supplémentaires et spécifiques
pour diminuer cette, part des émissions importées qui est finalement pas pris en compte dans les objectifs climatiques aujourd'hui. Et c'est notamment pour ça aussi que la stratégie nationale bas carbone intègre un chapitre sur ce sujet. Et ici, une dernière, diapo qui montre, la composition des émissions des différentes branches, ou secteurs d'activité. En vert, on a les scopes 1 et scope 2 et en rouge et jaune, on a les scope 3 et le scope 3, il est, différencié entre les émissions indirectes,